Salam alaikum, Zulfillaoun, bonjour. Les régimes illégitimes, les systèmes politiques fondés sur la force brutale, les démocratures, lorsqu'ils sont en fin de ressources, quand ils sont pris dans leurs propres contradictions, quand les conséquences de leurs propres nuisances menacent de les emporter, ont toujours recouru à des écrans de fumée, à la désignation de boucs émissaires, de victimes expiatoires, pour conjurer les périls qui leur pendent au nez, pour retourner l'attention de l'opinion publique sur leurs propres responsabilités. Cette fois-ci, encore une fois, dans la vallée du Mzab, les manipulations du régime n'ont pas dérogé à cette règle. Dans cette région, autrefois paisible, vibrante de vie et de labeur, bourdonnante d'échos amis, deux communautés cohabitaient, tant bien que mal, mais même si elles étaient l'une et l'autre travaillées par des animosités que le temps n'avait pas totalement désarmées, elles vivaient malgré tout ensemble. De vieilles rancœurs subsistaient qui trouvaient leur explication non pas dans leurs différences cultuelles, comme tentent de le faire accroire certains, mais dans des motifs autrement plus complexes, dans des clivages sociaux, culturels, identitaires. Mais ces communautés coexistaient, malgré tout, dans une relative quiétude. Mais cela n'allait pas tarder, malheureusement, parce que les régimes comme celui qui a fait main basse sur l'Algérie sont foncièrement mortifères. Ils ne peuvent générer que l'injustice et l'anarchie, libérer les instincts les plus glauques, lâcher tous les démons de la haine et de la division. C'est ce qui s'est passé dans la vallée du Mzab. Une nuit d'angoisse s'est abattue sur les cœurs. Des fauves hurlants de haine se sont rués sur la vie paisible de gens qui n'avaient jamais imaginé vivre une telle violence. Ce fut l'horreur. La vallée du Mzab, qui avait été épargnée pendant des siècles, même pendant la décennie rouge, qui avait toujours su se préserver des effets du régime, parce que ses habitants ont toujours su compter sur eux-mêmes, sur leur propre capacité à s'organiser, à se protéger, se retrouva en enfer, du jour au lendemain. Le régime, si prompt d'habitude à montrer ses muscles quand il est lui-même menacé, laissa faire. Soit parce qu'il a été incapable de régler le différend et de calmer la situation, soit qu'il a à dessein manipulé la violence pour diviser les Algériens à un moment où il est de son intérêt de semer la zizanie et l'incertitude. Ces troupes de policiers et de gendarmes, pourtant pléthoriques, assistaient impassibles à la dévastation des biens, des sépultures, voire même à l'assassinat en public de paisibles citoyens. Des vidéos existent sur ces terribles événements. Un tel laxisme, voire même des comportements criminels de ces mêmes forces de sécurité, exacerbèrent les rancœurs, attisèrent le sentiment de peur de ces communautés qui se sentirent livrées à elles-mêmes, aux tueurs fanatisés qui écumaient la région, qui tuaient en plein jour sans même se cacher. Et ce fut ainsi une tragédie qui alla crescendo jusqu'à devenir un affrontement sanglant entre les deux communautés, jusqu'à ce que, en un seul jour, 22 personnes furent tuées et des dizaines d'autres blessées avec des saccages massifs de quartiers entiers de Guérara où un grand nombre de maisons furent incendiées. La clameur fut immense et se répercuta à une dimension mondiale. Le régime, qui se serait très bien passé de cette mauvaise publicité, pour l'image qu'il tentait d'entretenir, d'un état de droit digne de ce nom, décida enfin de montrer sa force. Et bien sûr, il le fit en jetant en pâture des boucs émissaires. Le Premier ministre lui-même, M. Sellel, pour ne pas le nommer,
avec une brutalité de ton qui ont dit long sur sa conformation mentale, alla jusqu'à accuser un pays voisin, le Maroc en l'occurrence, puis accusa publiquement un citoyen mozabite d'être à la solde de puissances étrangères à chercher à semer les graines du séparatisme parmi la communauté ibadite. Il fit feu de tout bois et ne craignit pas de faire des amalgames haïssables. Le temps était donc donné et tout le monde comprit que l'injonction avait été lancée à une justice aux ordres pour l'instrumenter contre ce citoyen, pour faire un écran de fumée, pour noyer le poisson en somme. Et cela se passa exactement comme prévu. Des arrestations arbitraires furent effectuées et parmi elles, celle du militant pour les droits de l'homme et néanmoins défenseur des intérêts de sa propre communauté, il ne s'en cache pas d'ailleurs, Kamel Din Fakhar. Aujourd'hui, le jeune indépendant Kamel Din Fakhar dans un état grave par Hussein Adrien. Le 360 Ghaldaya. Le Congrès mondial Amazigh menace de saisir la Cour pénale internationale. Par Ziad Alami. Siwel. Urgent. Le docteur Kamel Din Fakhar est vivant. Avec nous, par ordre alphabétique, comme d'habitude, Nordin Ahmin, avocat et défenseur des droits de l'homme, Saleh Dabbouz, avocat et président du Bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Abdou Semmar, journaliste, rédacteur en chef d'Algérie Focus. Nordin Ahmin, vous êtes à Ghaldaya, pardon. Quoi de neuf votre client Kamel Din Fakhar est-il quoi de neuf en ce qui le concerne? Et qu'est-ce que cette nouvelle qui a circulé hier comme une traînée de poudre qui le donnait comme mort, décédé par des sources non identifiées qui semblent avoir voulu jeter l'effroi au sein des populations et peut-être de l'huile sur le feu? Nordin Ahmin. Code 9. Bon, je viens d'arriver justement, je suis actuellement à Larouat. Je viens d'abord, bonsoir, Zul Fillaoun. Bonsoir, Messal Khair, merci d'être avec voilà. Nous. Donc, je viens d'arriver de Ghaldaya, après avoir assisté, bien sûr, d'abord à l'appel au niveau de la chambre d'accusation formulé contre les ordonnances de mise en détention de l'ensemble des détenus qui sont en prison, à l'exception bien sûr des mineurs, sinon toutes les personnes, tous les citoyens qui ont été arrêtés, il y a eu des ordonnances de mise en détention. On a fait appel de ces ordonnances. Malheureusement, je viens d'apprendre que la chambre d'accusation a confirmé la décision du juge d'instruction en la matière. C'est-à-dire C'est-à-dire confirmer quoi au juste? Confirmer, c'est-à-dire tout simplement l'ensemble des détenus restent en prison. Voilà. D'accord. Et voilà. Qu'en est-il de l'état de santé par rapport à... Pardon? Qu'en est-il de l'état de santé de Kamel Din Fakhar dont on nous disait qu'il était au plus mal? Oui. On a été, comme vous le savez, on a été le voir normalement pour assister à l'instruction d'un certain nombre de détenus, et parmi eux, Fakhar Kamel Din. Bon, une fois qu'ils l'ont ramené, déjà ils ont mis une heure pour le ramener. Ah, vous vous rendez compte, dans la même prison, déplacer quelqu'un pendant une heure, ils ont pris un temps d'une heure pour le ramener de sa cellule, de l'endroit de détention à l'endroit où on a le juge d'instruction il a fait son instruction, il a continué à faire l'instruction. Voilà. Donc, pourquoi ça? Pour deux raisons. La première, c'est que il y a un éloignement énorme. Et c'est voulu.
c'est une forme de sanction. Ça, c'est d'une part. D'autre part, tout ce temps-là, c'est dû à sa situation de santé. Ils l'ont ramené sur une chaise roulante. Vous vous rendez compte, une chaise roulante. Pratiquement, il est impossible de bouger. À peine il arrivait à parler. La pire des choses, quand il demande au médecin de le prendre en charge sur ce plan-là, le médecin lui répond: j'ai des instructions de l'administration de ne pas faire ce qu'il me demande. Vous vous rendez compte, un médecin en matière de santé, hein, le médecin, excusez-moi Nordin Ahmed, le médecin refuse de prendre en charge quelqu'un qui appelle au secours, qui est en danger de mort, au prétexte qu'il n'a pas reçu l'ordre de s'occuper du malade. Absolument. De toute façon, Maître Debbouze confirmera ça, on était ensemble. C'est incroyable. Mais dites-moi, Maître Ahmed. Ça dépasse l'entendement. Ce n'est pas possible. De se taire des choses-là. Ce n'est pas possible. Ça dépasse l'entendement. Maître Ahmed, Nordin Ahmed, hier, en début de soirée, des sources non identifiées ont investi les réseaux sociaux pour distiller l'information que Kamel Delfkhar était mort. Et c'était vraiment un tir groupé. On sentait derrière que c'était une véritable opération de propagande, une opération de manipulation. Qui sont ces gens qui ont tenté de semer une telle information et pourquoi, selon vous? Qui sont ces gens-là? Je crois que c'est les mêmes qui étaient derrière les événements de Guerrara. C'est les mêmes personnes. Et ils voulaient justement semer le désordre dans la région. Donc c'est le meilleur moyen d'annoncer la mort de Kamel Delfkhar. Et surtout, à ce moment-là, ça veut dire c'est de mettre le feu aux poudres, carrément. C'est ça leur objectif. Et ils veulent, parce que je crois qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Malgré la détention de Fakhar et ses camarades, je crois qu'ils n'ont pas vraiment arrivé à leur dessein. Donc, ils veulent créer une autre situation, beaucoup peut-être dans les premiers temps, peut-être ces arrestations-là. Leur objectif, justement, c'est de créer une certaine situation de désordre, de situation incontrôlable. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas arrivé à ce résultat, à cet objectif. Et à travers cette information, un poste, bien sûr, heureusement d'ailleurs, personnellement, tout de suite, j'ai senti la manœuvre. Donc tout de suite, même moi, j'étais contacté soit par téléphone ou par des comptes Facebook et tout. Tout de suite, j'ai répondu que ça ne peut être que de l'intox. Tout de suite. C'est ce que vous m'aviez dit. Moi-même, je vous avais appelé hier soir chez vous. Vous m'aviez dit ça ne peut être qu'une opération d'intox, parce que m'avez-vous dit, s'il était décédé comme on le rapportait à 17h, ça ne pouvait pas rester comme ça sans aucune réaction pendant 3 ou 4 heures plus tard. Restez avec nous, Nordin Ahmed. 22h, 17h. Restez avec nous. Saleh Debbouze, merci d'être avec nous. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Alors, Saleh Debbouze, vous êtes avocat comme Maître Ahmed de Kamel Delfkhar, vous êtes un défenseur des droits de l'homme, vous êtes le chef de bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Pourquoi cet acharnement contre Kamel Delfkhar? Écoutez, alors l'acharnement, ce n'est pas uniquement contre Kamel Delfkhar. L'acharnement, c'est contre... il faudrait que je signale qu'il y a une vague d'arrestation contre tous les activistes, qu'ils sont activistes actuellement structurés dans des partis politiques, dits par le pouvoir ou classés par le pouvoir comme des partis indésirables. Je ne veux pas classer moi-même, mais c'est des partis connus, indésirables dans certaines régions, ou alors comme les droits de l'homme, etc. Aujourd'hui, j'ai croisé un militant qui était dans un parti politique d'opposition, qui était candidat la dernière fois aux élections législatives, qui s'est classé premier à Brienne. Bon, vous savez, pour être élu député, il faut avoir une majorité dans toute la wilaya.
Eh bien, tout simplement, il a été arrêté. Il n'a pas été convoqué. La même méthode que Frère, arrêté, interpellé, et en rendant visite à notre détenu à Gherdaya, j'ai encore croisé. Il était mis en mandat de dépôt, donc la prison de... Quel est son nom? Quel est son nom? Son nom, s'il vous plaît. Kerrouchi Nourdine. D'accord. C'est Kerrouchi Nourdine, tête de liste d'un parti de l'opposition à la dernière élection législative. D'accord. Il y a aussi l'ex-maire de Barienne qui est incarcéré, Nadrahmin. On en a parlé ce matin. Je lui ai donné ce point de vue. Et juste après avoir quitté le groupe qu'on a plaidé, qui était présent à la chambre d'accusation en rentrant à Barienne, j'ai croisé Nourdine Kerrouchi. Et donc, cette arrestation confirme ce que j'ai créé, que j'ai toujours dit depuis le début, depuis l'arrestation de Kamel Din, que le pouvoir a établi une liste d'activistes politiques ou d'activistes dans les domaines des droits de l'homme qui ont osé donner un avis qui critique le comportement des autorités, ou qu'elles soient civiles ou administratives, concernant les événements de Gherdaya ces 2 dernières années. Et donc cette liste, tous ceux qui ont osé critiquer le comportement des autorités sont considérés comme instigateurs. Et on leur colle l'article 87 bis, qui est un article qui parle de terrorisme, qui est très vague. Et donc, s'ils sont condamnés par cet article, c'est la peine capitale. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on a besoin d'abord, ça prouve une chose, que les événements qu'a connus la wilaya de Gherdaya depuis 2013, ça a commencé par Grara, et puis ça s'est propagé à partir de Gherdaya. Ce sont des événements voulus, contrôlés par, et je le dis et j'assume ce que je dis, par le pouvoir au niveau central, exécuté par les forces de sécurité, je dis bien les forces de sécurité, et avec la complicité bien sûr de la justice qui est instrumentalisée dans cette affaire-là. Tous les gens qui ont osé et qui sont originaires de Gherdaya, qui ont osé dénoncer ce complot en apportant des éléments concrets, sont considérés comme instigateurs. Ça a commencé par Frère Kamel Din et ça se poursuit. La preuve, c'est que les responsables, moi je tiens le pouvoir actuel en place pour le principal responsable, les responsables de cette situation, ils démarrent, ils arrêtent ces émeutes comme ça le sort, comme ils le veulent. La preuve, pendant la période électorale 2014, avril 2014, pendant toute la campagne, et puis les élections, dépouillement, etc., pendant plus de 2 mois, ils ont décidé d'arrêter les événements. Ça s'est arrêté, et une fois les élections pliées, ils ont décidé de reprendre, ça a repris. Et aujourd'hui, quand il y a eu le massacre de Grara, qui a fait beaucoup de tapage, ils ont décidé d'arrêter, ça s'est arrêté, mais cette fois, ils avaient besoin d'un bouc émissaire ou 2 boucs émissaires, et d'une pierre de coups, ils prennent des personnalités connues pour leur activisme, pour leur coller, pour leur faire supporter la responsabilité de ce qui se passe. De 2, pour les donner comme exemple au reste de citoyens, taisez-vous, ne bougez pas, sinon... Mais Salah Debboz, je crois qu'ils ont pris des boucs émissaires dans les 2 camps. Des gens qu'ils ont désignés à la vindicte populaire, à qui ils ont attribué tout le mal qui a été fait, mais je crois que c'était dans les 2 camps, il me semble. Moi, au niveau de la Ligue, on n'a jamais parlé de camps. Pour nous, il y a des citoyens algériens. Voilà, non, mais il faut appeler les choses par leur nom. Oui, j'appelle les choses par leur nom. Écoutez, il y a des citoyens algériens, il y a des Baltagia, ils peuvent être, comme vous le dites, d'un camp ou d'un autre camp. Ça ne fait pas de différence aujourd'hui. Ils peuvent faire dans un camp, demain ils peuvent faire dans l'autre camp. Je n'aime pas beaucoup parler de ces choses-là. Il y a une chose, je voudrais signaler certaines remarques que ces détenus ils donnent des informations très très pertinentes.
Je vous en prie. a parlé, sous contrôle de notre Ahmed qui nous écoute, qui était avec nous. Il a lancé 2 ou 3 messages devant le juge d'instruction à l'intérieur de la prison de Nia. Il a dit au juge d'instruction, il faut informer le peuple algérien que la constitution de 96 n'a aucun effet, en tout cas pour mon cas, elle ne m'a servi ni avant ni après mon incarcération. Pourtant, elle comporte des clauses qui disent qu'il y a une liberté de pensée, une liberté d'expression, et quand on est arrêté, on doit avoir certaines garanties, la présomption d'innocence, etc. Donc, il a dit au juge d'instruction, tout ça n'a pas été respecté, en tout cas pour mon cas. Je vous conseille d'informer le peuple algérien que cette constitution n'est pas en vigueur et que des gens gouvernent ce pays par saute d'humeur. Ils mettent qui ils veulent en prison, quand ils veulent et comme ils veulent, et ça ne sert absolument à rien d'évoquer des lois. Et on l'a vérifié et on le vérifie tous les jours. Deuxième remarque, c'est l'ex-maire de Brian qui me l'a dit à l'intérieur de la prison de Gherdaya. Il m'a dit qu'un officier de police lui a dit la région de Gherdaya n'a pas connu le terrorisme pendant les années noires. Maintenant, il faudrait que vous le connaissiez. Et vous allez le connaître. Ça veut dire si un officier vous déclare ça, il déclare ça à un homme politique. C'est un officier de police qui a dit ça? C'est un officier de police? Un officier de police qui a annoncé à M. Hedjaz Nsardin, ex-maire de Brian, destitué d'une façon illégale, de toute façon c'est un dossier que je connais bien, il lui a dit, si pendant les années noires, cette région n'a pas connu le terrorisme, elle va le connaître aujourd'hui. C'est votre tour. Donc c'est annoncé, clair et net, et annoncé à un homme politique. Restez avec nous, Salah Debbouz, je reviens à vous dans un petit instant. Abdou Semmar, merci d'être avec nous. Abdou? Oui, je vous entends, Jamal, je vous entends. Alors, Abdou Semmar, Kamel Din Fkhar, qui est un leader, il ne s'en cache pas, de la communauté ibadite, et il s'est affiché en tant que tel, et il a crié à l'oppression, il a appelé même l'ONU à venir au secours de ce qu'il considère comme une communauté opprimée. Mais en fait et en réalité, Kamel Din Fkhar est-il vraiment un séparatiste? A-t-il appelé au séparatisme, à la scission avec l'Algérie? Est-ce que sa présence aux côtés de Farhat Mehenni signifie qu'il a rejoint cette mouvance? D'abord, Jamal, il faut être objectif, d'abord il faut être clair. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord avec Kamel Din Fkhar, pour le moment, restant concentré sur la question, on ne sait pas qu'est-ce qu'on lui reproche exactement. C'est-à-dire quelles sont les griffes qui sont retenues contre lui. On parle d'incitation à la violence, à un attroupement armé, on l'accuse d'être impliqué dans les affaires de violence à Gherdaya, mais tout ça, pour le moment, moi je n'ai vu aucune preuve convaincante qui a été présentée de la part du Wali de Gherdaya ou des autorités du ministère de la Culture, ou de l'Intérieur plutôt, ou du ministère de la Justice. Pour le moment, je ne vois pas de preuve qui prouverait réellement son implication. Ça, c'est le fait. On ne peut pas condamner quelqu'un ou mettre quelqu'un en prison alors qu'il n'a absolument rien fait ou si on n'a pas suffisamment de preuves qui indiqueraient réellement son implication dans un acte de violence. Maintenant, par contre, au-delà de cette affaire avec laquelle nous sommes totalement d'accord, c'est-à-dire nous sommes totalement solidaires de quelqu'un qui est en prison, dont on ne sait pas pour quelle raison il est là-bas réellement, et qu'est-ce qu'on lui reproche, et quelles sont les preuves contre lui. Par contre, maintenant, parlons du personnage de M. Kamel Fkhardin. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Il n'est pas séparatiste, c'est faux de le dire, mais il est très proche du courant autonomiste, il le dit, il l'assume. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il n'est pas représentatif de la communauté ibadite ou de la communauté mozabite. Beaucoup d'ibadites de Mozambique ne sont pas du tout d'accord avec ces idées. Je l'ai rencontré moi particulièrement en 2008 et il m'avait donné des fausses informations. Je trouve qu'il invente quelquefois des faits. Personnellement, je trouve que quand il était à la tête de la LADDH à Gherdaya, il avait dans ses communiqués, il avait commis beaucoup de dérapages et beaucoup de dérives. J'ai déploré le fait qu'il ne fait pas assez de distinction lorsqu'il parle de racistes arabes chamba.
tous les Arabes, tous les Shamba de la région sont pas racistes. Lorsque lui développe son discours, il ne fait pas très attention. Donc pour moi, ce n'est pas un grand défenseur des droits de l'homme, c'est pas le grand combattant qui doit représenter la question mozabite, mais ça reste quelqu'un qui milite sur le terrain. J'ai du respect pour lui, pas plus. On n'a pas le droit, encore une fois, de le mettre en prison si on n'a pas de preuves accablantes contre lui. Ceci dit, je le dis, je le répète, je connais beaucoup d'autres militants qui sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus crédibles et qui méritent beaucoup plus de l'attention. Donc, M. Kamel Fradé n'est pas un grand combattant, n'est pas l'exemple, n'est pas le monument du combat pour la lutte pour les droits de l'homme et pour le respect de l'exception culturelle mozabite, mais on n'a pas le droit de le mettre en prison et dans les conditions dans lesquelles il sont, si on n'a pas de preuves contre lui. Et moi, Abdou Sammar, oui. Son arrestation a eu lieu aussitôt que Sellel, le Premier ministre, l'a pointé du doigt. Il l'a accusé de connivence avec un État étranger. Il l'a accusé de vouloir mettre sur rail une tentative de séparatisme. Immédiatement après, il a été arrêté et inculpé. Vous pensez que c'est une injonction qui a été lancée à la justice? Je ne crois pas que ce soit une injonction précise, directe ou claire. Ce que je sais que moi, c'est que les autorités centrales, elles ont été complètement dépassées par les événements. Elles ont vu la gravité et l'ampleur. Et dans leur incompétence, dans leur incapacité à régler la situation, il fallait leur trouver des boucs émissaires. Et lorsqu'ils ont cru, et on avait les faits, on avait même sorti des preuves, qu'il y avait beaucoup d'éléments salafistes qui étaient impliqués dans ces violences. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux, ils ont été retenus, des extrémistes salafistes. Il fallait qu'ils arrêtent aussi des éléments mozabites pour que la communauté arabe ou la communauté sunnite ne dise pas qu'on a arrêté uniquement des arabes sunnites. Donc, c'est dans cette logique complètement de quelqu'un d'un gouvernement complètement dépassé par les événements, complètement à la rue dans cette affaire. Il a essayé d'arrêter des deux côtés pour pouvoir contenter tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça que ça a marché. Maintenant, encore une fois, moi, je n'ai pas de preuves impliquant directement M. Fradé, mais j'appelle à une enquête sérieuse et approfondie pour qu'on puisse situer le niveau de responsabilité. Mais Abdou Sammar, vous qui êtes journaliste, rédacteur en chef d'un journal qui est très lu, un journal en ligne, vous êtes particulièrement bien informé, vous suivez l'actualité. Est-ce que vous avez entendu une seule fois Kamel Dimkhar revendiquer la séparation de la vallée du Mzad avec le reste de l'Algérie? Est-ce que le fait de s'être affiché avec Mhenni, le leader du MAC, implique qu'il est arabophobe, lui qui pratique la langue arabe exclusivement? Est-ce qu'il est islamophobe, lui qui est un musulman pratiquant? Il a été arrêté à la mosquée. Comment pourrait-il revendiquer l'indépendance d'une région qui est entourée de toutes parts par l'Algérie? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez, le fond des choses, très franchement, très clairement? Très clairement, Jamal, moi je suis quelqu'un qui s'appuie sur les faits. Moi je ne parle pas avec l'insentiment, je parle avec les faits. Je n'ai pas un fait prouvant que M. Kamel Fradé voulait l'indépendance de la vallée du Mzab. Je n'ai aucun de ces faits, ni un document, ni une vidéo, etc. Il parlait d'autonomie, ce qui est une chose complètement différente. Est-ce qu'il a raison? Moi je dis non. Mais ça, c'est le citoyen qui parle. Naturellement, je ne suis pas d'accord avec lui. Par contre, lors de certaines de ses positions que moi j'estime complètement en inadéquation par rapport à la réalité du Mzab, quand par exemple il appelle à l'intervention de l'ONU, je trouve ça complètement incohérent, complètement à côté de la plaque. C'est pas l'ONU qui va régler les problèmes de Gherdaya. Les gens à Gherdaya sont suffisamment intelligents, sont suffisamment mûrs, pourvu qu'on les laisse régler leurs affaires entre eux, pourvu qu'on arrête de la manipulation politique, ils arriveront à régler cette crise. Certaines de ces positions, je les qualifierais d'extrémistes, d'inadéquates, d'incohérentes. Mais de là à faire de lui un terroriste, de là à faire de lui un homme dangereux qui menace la stabilité et l'unité du Mzab, je crois que c'est vraiment une position complètement haineuse et méprisante. Ou l'unité de l'Algérie. L'unité du Mzab ou l'unité de l'Algérie? Et l'unité de l'Algérie, on peut pas, ce monsieur ne représente aucunement une menace. La véritable menace contre l'unité de l'Algérie, c'est le salafisme djihadiste qui se propage dans la région, c'est l'intolérance et les idées préjugés racistes contre la communauté ibadite. Ce sont certains acteurs de la communauté ibadite qui veulent rester renfermés sur eux-mêmes
qui veulent rester dans cette logique conservatrice de maintien du patrimoine sans s'ouvrir vers l'autre. C'est la corruption locale, c'est le problème d'aménagement du territoire, c'est le fait que nous avons des autorités centrales qui n'ont pas été capables d'avoir un véritable programme de développement pour la région. C'est ça les véritables menaces contre la stabilité et l'unité du pays. Ce n'est pas quelqu'un qui veut ou qui défend des idées autonomistes, fût-elle radicales, fût-elle extrémistes, même si on n'est pas d'accord avec lui. Encore une fois, il faut qu'il y ait des preuves, et je n'ai pas la preuve qu'il a été impliqué dans un acte de violence, mais je n'applaudis pas. Pour moi, encore une fois, ce monsieur n'est pas un modèle pour la liberté d'expression, ni un modèle pour la défense des droits des citoyens, parce qu'encore une fois, tous les Arabes chamba, on ne peut pas tous les considérer comme des criminels. Restez avec nous, Abdou Sammar. Nordine Ahmin, avant que vous ne répondiez éventuellement à ce que vient de nous dire Abdou Sammar, si vous avez quelque chose à dire, j'aimerais vous poser une question. On nous dit que les autorités pénitentiaires et judiciaires auraient ordonné de retirer le sucre à Nordine Khar qui est en grève de la faim. Or, nous savons tous que les gens qui sont en grève de la faim ont besoin d'eau et de sucre pour que leur fonction vitale ne soit pas atteinte. Est-il vrai qu'on lui a retiré le sucre? Absolument, absolument. Je confirme cette information. C'est incroyable. L'intéressé lui-même qui nous a, devant les juges d'instruction, devant les représentants du parquet. Donc, oui, en effet, il nous a informé pour qu'on alerte l'opinion publique. Ce n'est pas possible, ça. C'est-à-dire, on veut carrément tuer la personne. Donc, c'est vrai ces allégations. Lorsqu'il dit on tente de m'assassiner, donc ce n'est pas exagéré. Si on lui retire le sucre alors qu'il est à je ne sais pas combien de jours de grève de la faim, ça veut dire qu'on cherche à le tuer ou du moins à l'assassiner de façon indirecte en portant un coup grave à sa santé. Oui, absolument, absolument. Là, c'est bien sûr, de prime abord, quand on entend des allégations de ce genre de réaction, on dit c'est de l'exagération, c'est tout à fait normal, il est en prison et tout. Mais quand il confirme ce genre d'acte, et devant, d'abord, nous, avocats, on était, je ne sais pas, au moins 6 avocats, 7 exactement, voilà, le nombre me revient. Devant nous, comme par hasard, il y avait le juge d'instruction et le représentant du parti, comme je l'ai dit. De faire ça à un prisonnier, c'est terrible, ça. C'est un assassinat. Voilà, c'est carrément, même de point de vue loi, c'est condamnable. C'est comme un assassinat, c'est la même chose. Oui. C'est inadmissible. Est-ce que vous auriez quelque chose à commenter sur les propos de Abdou Sammar? Bon, j'ai des réserves sur certains propos, grosso modo, c'est ça. Bon, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec lui concernant les chefs d'accusation, la manière de le poursuivre et tout. Ce qui se dégage dans toute cette poursuite, ils veulent l'utiliser comme bouc émissaire, ça c'est clair. À dire que ces autorités, la gestion de cette crise ou de ces événements sont dus à une incompétence des autorités. Je ne suis pas d'accord du tout parce que ces autorités ont démontré depuis 62 jusqu'aujourd'hui qu'ils sont forts sur ce plan-là. Et la preuve, le système, le régime, la nature du régime, c'est la même depuis 62, je dirais même avant, mais au moins depuis l'indépendance. Donc de dire qu'ils sont incompétents, ça c'est vraiment, ce n'est pas possible. Les connaissants, comment ils agissent, rien n'est laissé au hasard. Ils ne laissent rien au hasard. S'ils font quelque chose, c'est une crise qui dure 2 ans, et de ne pas engager une enquête, de ne pas faire des enquêtes, ce n'est pas possible. On ne peut pas savoir la vérité, la réalité. Donc ça c'est voulu. Et donc ils ont voulu gérer le problème, ce n'est pas le régler. Le maître de Boulle tout à l'heure, il a fait allusion aux élections. Et comme par hasard, si on revient à l'ensemble des étapes qu'a connues cette région depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, quand il s'agit des élections, comme par hasard, comme par magie, c'est le calme qui revient. Et juste quand on a besoin de quelqu'un, qu'il y a une situation un peu exceptionnelle, hop, on voit à nouveau la région s'enflamme.
Donc, ce n'est pas de l'incompétence. Ils gèrent ce problème à leur guise, comme ils veulent. Ils sont en train d'utiliser cette affaire de Gherdaya comme ils utilisent la question du terrorisme, comme ils disent. Ils ne veulent pas régler ça parce qu'ils les utilisent. Voilà, pour dire au peuple algérien, attention, l'Algérie va mal, il y a des risques, il y a ceci, cela, le séparatisme et tout. Même cette histoire du séparatisme, c'est utilisé dans ce sens. Dans ce sens, pour faire peur, et quand, bien sûr, n'importe quel Algérien, quand on lui parle de séparatisme, c'est tout de suite pris de panique. Et c'est tout à fait normal. Restez avec nous, Nordin Ahmed. Saleh Debbouz, vous êtes avec nous, n'est-ce pas? Oui, je suis là. Alors, selon Abdou Sammar, Kemal El Fakhar aurait eu des positions quelque peu extrémistes et même un discours à la limite du racisme puisqu'il attaque les Arabes Chamba de façon indiscriminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vais vous dire en toute franchise et pour peut-être la première fois que je vais afficher mon opinion et mon avis personnel concernant Kemal El Fakhar qui faisait partie de la LABDH et on a discuté de ce problème plusieurs fois au niveau de structure de la LABDH. Je n'ai jamais voulu afficher ma position personnelle, enfin mon avis personnel, mais je vais le dire aujourd'hui. Il y a une chose, on n'a jamais écouté Kemal El Fakhar s'exprimer sur ces accusations qui lui sont dressées par d'autres. On lui prend, si vous voulez, vous faites son discours et on prend 3 ou 4 sections de vos discours et on vous dit voilà ce qu'il a dit, mais on ne lui donne pas la chance de s'exprimer. Moi, j'ai une vidéo, d'ailleurs, qui est, peut-être, je vais vous dire, j'ai retrouvé la trace de cette vidéo dans le dossier de Kemal El Fakhar, de quelqu'un qui n'est pas mouzabite, qui déclare recevoir de l'argent de Kemal El Fakhar, qui est un Chambi. Cette personne, c'est un Chambi, il déclare j'ai reçu 20 000 dinars, c'est une vidéo qui est faite YouTube, de Kemal El Fakhar pour m'aider à faire une marche contre le chômage à Gherdaya. Il m'a dit tu prends ces 20 000 dinars pour acheter des sandwichs à toi et au groupe de copains qui sont avec toi, et moi je vais ramener les gens que je connais pour vous soutenir dans cette démarche. On n'évoque jamais ça pour dire que Kemal El Fakhar le fait discrètement pour participer aux revendications des uns et des autres, mais si dans un moment d'énervement il dit quelque chose, on le prend tout de suite si on lui fait un jugement de valeur. Je ne dis pas que Kemal El Fakhar ne fait pas d'erreur, ne fait pas de faute, comme on fait tous, mais de là à stigmatiser et à prendre uniquement certaines de ces déclarations pour dire que Kemal El Fakhar est le responsable, ou on fait un jugement pour dire de lui qu'il est représentatif, monsieur Abdou Sammar, pour savoir la représentativité de n'importe qui, il faut un temps d'apaisement, il faut une liberté d'expression, il faut laisser les gens s'exprimer, réfléchir, et ensuite on peut dire qui n'est pas représenté. Ceci dit, je ne suis pas de ceux qui partagent certaines opinions, et ça reste dans la liberté d'expression, la liberté de réflexion, les opinions et les avis de M. Kemal El Fakhar. Mais là, il ne s'agit pas, aujourd'hui, Kemal El Fakhar est en prison, pas pour ses opinions, pas pour ce qu'il aurait dit, et pas pour, même pas, c'est-à-dire on lui reproche même pas ses déclarations et ce que on lui impute. On prend Kemal El Fakhar, on dit que lui, il n'est pas représentatif, pourquoi alors l'emprisonner? Et on lui impute tout. Moi, j'ai dit au cours d'une conférence de presse à Alger, j'ai dit on lui a imputé tous les problèmes de l'Algérie, à part le tremblement de terre de Boumerdès et les inondations de Deblouet. 18 charges. C'est-à-dire, c'est lui qui met la sécurité de l'État d'Algérie en danger. Excusez-moi, Saleh Debbouz, 18 charges, 18 chefs d'inculpation. Oui, 18 charges, 18 chefs d'inculpation et parmi les plus lourdes. C'est lui qui est responsable il met la sûreté de l'État en danger, il met la souveraineté nationale en danger, il met l'unité nationale en danger, et plus il incite au meurtre, il est derrière une association de malfaiteurs, il assiste aux attroupements armés et non armés, et je ne sais quoi d'autre. Et Maître Ahmed est là pour vous dire que les charges retenues, c'est toute une liste.
Alors, il y a une chose que je n'ai pas compris. Les 18 charges, il a fallu au moins, pendant deux ans, il devait être responsable pendant les 2 années des atrocités qu'a connu Rebea. Qu'attendait le parquet pour l'arrêter? Il attendait le discours de Sellel. Alors, maintenant, la chose qui est frappante, Sellel arrive à Rebea le 9 au matin, il prononce un discours à l'intérieur de la structure de la wilaya où il déclare que Fakhar Kameldine est responsable, il va être arrêté. Une chaîne très très proche des services de sécurité en Algérie, je ne vais pas la nommer, qui émet en boucle que Fakhar Kameldine est arrêté. Lui-même, il entend ça, il envoie son avocat au parquet du tribunal de Rebea pour demander s'il y avait une procédure contre lui. Le procureur l'informait le 9 au matin qu'il n'y avait rien contre Fakhar Kameldine. Il va à la cour, il demande au procureur général est-ce qu'il y avait quelque chose contre son client. Le procureur général l'informait qu'il n'y avait rien contre son client. Je signale, Maître Ahmed est là pour confirmer que chaque fois Fakhar Kameldine était convoqué d'une façon régulière devant la justice, il se présentait. Et Fakhar Kameldine a comparu plus 50 fois. Et le 9 au soir, à 22h30, il était en train de faire la prière de Tarawih à l'intérieur d'une propriété qui lui appartient, qu'il a aménagée en mosquée. Et voici les services de sécurité qui font éruption à l'intérieur de cette mosquée et qui font des tirs de sommation et qui embarquent tous les gens qui faisaient la prière. Sur une simple instruction, attention, c'est une simple instruction du procureur général, c'est-à-dire que ce n'était ni un mandat d'amener, ni un mandat d'arrêt, ni un mandat de dépôt, ni aucune forme de mandat prévu par la loi. C'est une lettre écrite par le procureur de la République au chef de la sûreté de la wilaya qui lui demandait de procéder à l'arrestation de Fakhar Kameldine et par tous les moyens. Ça veut dire que si jamais Fakhar Kameldine voulait résister, il pouvait risquer sa vie. Par tous les moyens, c'est-à-dire les policiers pouvaient le tuer. Alors, écoutez, la gravité de la situation ne nous permet même pas de discuter sur les humeurs et certaines déclarations de Fakhar au moment où on lui a même pas permis de défendre ses positions. Moi, un principe, je connais, je sais, un principe. Quand on veut juger quelqu'un, il faut lui donner l'occasion de s'exprimer. Restez avec nous, Salah Dabbouz. Abdou Sammar. Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec nos invités, Salah. Sur le droit de justice, là encore une fois, on n'a pas le droit de juger ou de maltraiter quelqu'un si on n'a pas, même s'il est coupable, le droit d'être traité avec dignité et le droit de traiter un détenu et de lui donner un procès équitable, c'est un droit que l'on discute même pas. Par contre, je suis désolé de rappeler, parce qu'il y a Monsieur Kameldine Fakhar, il a énormément de partisans, il a une certaine influence sur des gens. Je suis désolé de rappeler que ce n'est pas quelqu'un de modéré, et je le regrette. Je vous lis juste une citation. Écoutez très bien ce qu'il a dit dans une interview accordée à mes confrères de Maghreb émergent. Il dit que la communauté arabe, il met même pas de nuance. Il associe tout le monde il met tout le monde dans le même panier. Il dit la communauté arabe, dès qu'il fait une guerre, à la communauté mosabite, avec l'acharnement et la haine que l'on a connue ces derniers mois. Subhanallah, quand même. Quand on est un militant des droits de l'homme, quand on a fait partie de la Ligue algérienne des droits de l'homme, on fait quand même des nuances. On peut pas accuser tous les Arabes d'être des criminels. C'est faux. J'ai été à Rebea pendant 6 fois. Je connais très bien la région de Rebea. Je connais les Chamba, je connais les Mozabites, je connais les Medabih. Tous les Arabes ne font pas la guerre aux Mozabites. C'est faux. C'est comme si moi demain je pars à Tizi Ouzou, je me fais agresser à Tizi Ouzou, je vais dire tous les gens de Tizi Ouzou c'est des voyous, c'est des criminels. Ce qui est faux. Malheureusement, dans certaines prises de position de M. Kameldine Fakhar, il y avait un extrémisme qui était inacceptable. Maintenant, c'est pas parce qu'il a dit, même s'il est coupable, on a le droit de le considérer, de le traiter humainement, de lui donner un procès équitable, et comme disait M. Salah, de le défendre. La manière dont il est en train d'être jugé, la manière dont il est en train d'être incarcéré, elle est honteuse et inacceptable. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais quand on veut être juste, il faut être juste. Tous les idées extrémistes,
Toutes les idées violentes, ils doivent être combattues à Raddaya. Il faut arrêter de faire passer le chapeau uniquement aux Arabes de la région et de faire croire que les Mozambiques sont autant les victimes. Il n'y a pas de victimes et de coupables d'un côté. Il y a une manipulation, il y a des extrémistes de part et d'autre, et il faut leur dire, ça suffit. Barakat. Abdou Semmar, Maître Ahmin nous dit que, pour reprendre votre propos de tout à l'heure, qu'en la matière, il n'y a pas seulement incompétence de la part des autorités sécuritaires, mais très probablement, très vraisemblablement, de la manipulation pour pousser les communautés à s'affronter, à semer la zizanie entre elles. Non, écoutez, Jamal, quand je parlais d'incompétence, j'ai parlé d'incompétence au niveau de la gestion du développement local, au niveau de développement économique régional, au niveau dans leur mission d'insuffler du dynamisme à cette région. C'est en cela qu'il y a une incompétence. C'est en cela qu'il y a une incompétence. C'est cette incompétence-là qui est dangereuse. Après, oui, certainement, il y a des cercles politiques qui ont semé le trouble et qui ont jeté l'huile sur le feu, etc. Mais malheureusement, il n'y a aucune association civile en Algérie, aucun média qui est capable d'enquêter, qui est capable d'aller sur le terrain et de dire qui était coupable, qui n'était pas. Il faut un travail d'enquête. Je ne peux pas, moi, journaliste, colporter des accusations et donner des lectures. Moi, je m'appuie sur les faits. Les faits disent quoi? Les faits disent qu'il y a une crise profonde à Raddaya, parce que, nous avons un chômage, 2, nous n'avons pas d'agriculture saharienne, 3, le mode de nomadisme s'est arrêté, 4, il y a énormément de déséquilibres régionaux entre les habitants. Ça, c'est des réalités concrètes, palpables. Après, oui, il y a des cercles politiques qui en profitent. Naturellement, malheureusement. Mais comment aboutir, comment avancer? C'est pas en répétant les théories du complot, mais c'est en soignant le mal de la région et les socioculturels. À propos de théorie du complot, Abdou Semmar, quand Kamel Dine-Fakhar a lancé l'alerte, il a dit qu'on voulait l'assassiner. Beaucoup de gens ont réagi en disant justement que c'est un complotiste, qu'il exagère, etc. Or, Maître Ahmin vient de nous apprendre maintenant qu'on lui a retiré le sucre. Et c'est un gréviste de la faim. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je pense, ya Jamal, qu'il n'y a pas que Kamel Dine-Fakhar qui a été menacé de mort. Tout le monde à Raddaya a été menacé de mort. Rappelez-vous des activistes qui ont été torturés au début de l'année dernière, Guerrara, et dont on a fait un scandale, on a révélé leurs vidéos. Il y a eu 25 morts en 2 jours. Ces gens-là, ils ont autant droit à la dignité, au respect, et ils ont autant droit à notre attention que M. Kamel Dine-Fakhar. Il n'y a pas que lui qui a été menacé d'assassinat. Des simples enfants, des simples jeunes. Et c'est condamnable, naturellement. Si on a menacé de mort M. Kamel Dine-Fakhar, c'est condamnable. Il faut le condamner, il faut protéger ce monsieur s'il est menacé de mort. Mais il n'y a pas que lui qui est menacé de mort. Il pas qu'il y a Abdou Semmar. Personne n'a dit qu'il n'y a que lui. Nous, on parle de cette pratique absolument incroyable qui consiste à retirer la consommation du sucre à un gréviste de la faim. C'est condamnable. C'est une atteinte aux droits de l'homme qu'il faut absolument condamner. Il faut saisir le ministre de la Justice. Il faut en parler. Pourquoi de tels comportements peuvent se produire en Algérie? Parce qu'il y a les juges ne font pas leur boulot. Il faut interpeller les juges, il faut aller manifester devant les tribunaux. Où sont les syndicats des magistrats? Pourquoi les magistrats ne s'opposent pas à ces pratiques de torture? Mais c'est pas nouveau, malheureusement. Rappelez-vous de l'affaire autoroute Est-Ouest. On a quelqu'un, il a raconté comment on lui a pissé dessus. On lui a uriné dessus. Et donc, malheureusement, ce genre de pratiques existe encore en Algérie. Et il faut se mobiliser. Mais pour se mobiliser, pour en finir avec la dictature et avec les atteintes aux droits de l'homme, il faut un discours fédérateur. Il faut une conscience nationale. Il ne faut pas s'enfermer dans des discours régionalistes, extrémistes. Il faut pas se mettre à dos une communauté parce qu'elle est arabe ou parce qu'elle est ibadite. Il faut travailler la main dans la main et il faut de nouvelles idées. Abdou Semmar, il nous reste moins d'1 minute. À votre avis, ça va se calmer dans la vallée du Mzab? Ça ne peut pas se calmer dans la vallée du Mzab sans 3 choses, 3 éléments constitutifs. 1, une véritable démocratie locale. De 2, un véritable programme de développement économique et sociétal. Et 3, une véritable justice qui arrête les coupables et qui fait un travail exemplaire. Sans ces 3 éléments, on ne s'en sortira jamais de cette crise. Au contraire, cette crise pourrait contaminer d'autres régions à travers le pays. Et moi, je tire la sonnette d'Allah. Abdou Semmar, merci. Nourdine Ahmin, merci. Saleh Debbouz, merci. En espérant vous revoir tous 3 dans nos émissions prochaines. Cette émission est maintenant terminée.
Nous vous remercions de l'avoir suivi. Salam alaikum. Khawa la khair. Bislama.